Mais sur la charte éthique, est-ce que faut-il que tous les CSP se dotent d'une charte éthique? Moi, je pense que les entreprises, aujourd'hui, telles que on a évoqué, enfin, le nom a été donné, MPRI, tous ces gens-là, ne demandent que ça. Parce qu'elles veulent être reconnues comme étant des entreprises commerciales, à but commercial, avec des gens qui sont responsables, clairement identifiés, ne demandent que ça. Le problème, c'est que, et j'essaie un peu de répondre à notre ami colombien, c'est que le terme mercenaire, il n'est plus employé parce qu'il a une connotation péjorative, surtout en France, parce qu'on a connu les folkloriques comme Bob Denard. Mais c'est très clair, ce sont quand même des mercenaires, tous ces gens-là, qui font quelque chose pour de l'argent. Et donc, il faudrait commencer, à mon sens, par modifier la définition de ce qu'on entend par mercenaire et ensuite d'imposer à ces gens-là, qui ne demandent pas mieux, les mêmes règles que les armées, c'est-à-dire se plier au droit international. Et je pense que, sur ce que j'ai vu sur le terrain, les exactions ne sont pas plus nombreuses chez les uns que chez les autres. Je dirais presque malheureusement. Cette évolution de revendications politiques sur des fonctionnements de type plus mafieux ne rend-elle pas illusoire de vouloir appliquer à ces groupes internes aujourd'hui les règles de la guerre qui prévalaient jusqu'au moment de la chute du mur de Berlin? Et ne cherche-t-on pas à appliquer un modèle aujourd'hui qui est issu d'une logique géopolitique classique à des réalités qui sont tellement morcelées et qui en plus n'obéissent plus du tout aux mêmes règles d'engagement des parties au conflit? Gérard Chalian, je pense que... Bon, là, on peut répondre qu'au cas par cas. Par exemple, les tigres tamouls n'ont jamais vraiment eu l'aide d'aucun État. Il y a pu y avoir au sud de l'Inde quelques Tamouls qui ont donné de l'argent, mais enfin, c'est un mouvement qui n'a pas été aidé par l'Union soviétique. Le mur de Berlin, il n'en avait rien à faire. C'est un mouvement qui a réussi à se constituer à travers sa diaspora l'obligation de payer, volontairement ou pas. C'était ce que pratiquait, soit dit par parenthèse, le FLN, la Fédération de France, qui réunissait 400 millions anciens, à l'époque, par mois. Bon. Donc il y a des mouvements qui se sont très bien débrouillés sans être commandités ou soutenus par un État. Par ailleurs, effectivement, la disparition de l'Union soviétique, pour certains, ça a été un coup dur, donc il a bien fallu se débrouiller par ailleurs. Alors, il n'y a pas 36 façons. Elles sont en général illégales. Ceci, pour moi, et ça c'est du cas par cas, ne transforme pas un mouvement en un mouvement narcotrafiquant tant qu'il a sa légitimité politique et qu'en définitive, il a sa base sociale. Voilà. Pour moi, si un mouvement a une base sociale avec un programme politique, son financement, pour moi, n'est pas l'essentiel. Je ne vais pas juger un mouvement par rapport à la façon dont il se débrouille à trouver son fric. C'est comme si vous me disiez, il y a aussi des boîtes parfaitement légales qui trouvent de l'argent qui n'est pas toujours propre. Donc, je ne pense pas que la chute de Berlin et la suppression, surtout, enfin l'effondrement de l'Union soviétique, modifie totalement cette donne. Mais effectivement, il peut y avoir des mouvements qui sont devenus, parce que leur base sociale, justement, était relativement peu épaisse, essentiellement, aujourd'hui, maintenant, des mouvements mafieux, etc., etc. D'autant plus que, bon, c'est vrai que on peut couler assez aisément à travers la corruption d'un mouvement qui se voulait politique à un mouvement qui finalement est une caricature d'un programme. Voilà. Elisabeth Becquet-Warner. Merci. Oui, brièvement, je crois que c'est juste ce que dit Gérard Chalian et aussi sur l'expérience que nous avons, c'est vraiment du cas par cas. Les diasporas jouent un rôle très important. Je pense qu'il y a un élément important qui a peu été évoqué aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est difficile de parler de tout.
plus de nouveau, de l'analyse que nous pouvons faire, plus un groupe est exclu, plus il se radicalise. Et je pense que, alors je ne sais pas si on a le temps d'ouvrir ce débat-là maintenant, de la lutte contre le terrorisme et les implications pour les humanitaires et les implications sur les groupes armés. Je pense qu'aujourd'hui, quand Hugo Chavez propose de sortir les FARC et les LN de la liste des terroristes, c'est un moyen de les ramener aussi peut-être à la table des négociations et à des comportements qui sont, qui correspondraient mieux au droit humanitaire, parce que c'est vrai que la liste est longue sur le non-respect du droit humanitaire par les FARC. Mais je pense que ça, c'est un vrai débat aujourd'hui qu'on a peu évoqué, c'est qu'au nom de la lutte contre le terrorisme, on dit d'abord que ce n'est pas un conflit interne. Prenez la Turquie, il n'y a pas de conflit avec le PKK en Turquie, ça n'est pas un conflit interne, donc le droit humanitaire ne s'applique pas, c'est juste la lutte contre le terrorisme, et à ce titre-là, on peut tout faire. Donc ça, c'est une vraie question, et qui pousse les groupes dans la radicalisation, et qui les pousse à devoir avoir, en effet, recours à de plus en plus de méthodes qui sont totalement incompatibles avec le droit humanitaire. Oui, mademoiselle. Karine Jacquemart, Action contre la faim. Une remarque et une question peut-être plus centrée directement sur l'humanitaire. La première remarque, elle est qu'il y a certainement deux tendances parallèles, donc une multiplication, même si elle n'est pas nouvelle, des groupes armés et des compagnies de sécurité, mais il y a aussi une intensification de l'utilisation par les ONG elles-mêmes de ces moyens. Et on l'a évoqué, mais j'aimerais insister de façon plus claire sur cet aspect, parce que véritablement, les ONG portent une responsabilité. Il y a une diversité d'ONG incroyable sur le terrain, et on le sait, il y a eu une démultiplication du nombre d'organisations. Et malgré l'existence à la fois d'un code de conduite qui est signé par la plupart d'entre elles, et malgré l'existence de documents assez clairs, de guidance internationale tels que les guidelines d'Oslo et autres documents qui se réfèrent à l'utilisation normalement limitée du matériel militaire, par exemple, par des humanitaires. Donc, malgré ce cadre, insuffisant peut-être, mais existant, beaucoup d'organisations, malheureusement, utilisent assez facilement les services. Alors, de missions des Nations Unies, même quand il s'agit de missions intégrées, ce qui soulève quelques questions, mais aussi dans certains cas de groupes armés qui sont très clairement des parties au conflit dans les zones où nous sommes. Et une des premières batailles que l'on mène, c'est d'essayer de convaincre, alors ça paraît très prétentieux, mais de discuter en tout cas avec les autres acteurs, essayant de faire entendre que les actes et le comportement des uns peut évidemment avoir un impact sur la sécurité des autres. Et j'insiste là-dessus, les ONG françaises étant peut-être une exception, et même si on n'est pas les seuls, il y a quand même beaucoup d'ONG, et particulièrement anglo-saxonnes, même si les généralités ont toujours leurs limites, qui ont tendance à utiliser de plus en plus ces moyens. Donc il y a une vraie responsabilité du côté des humanitaires. Et juste, pour finir, une question. Il y a un paradoxe que j'ai pas réussi à résoudre, et j'en profite pour poser la question, et certainement Sylvain Witt pourra y répondre. D'un côté, si je ne me trompe pas, dans le droit international humanitaire, les parties au conflit, y compris les groupes armés, ont une certaine responsabilité de subvenir aux besoins essentiels des populations. Et j'aimerais juste une clarification sur ce point, parce que de l'autre côté, les relations civilo-militaires ont été évoquées précédemment. Ils nous gênent, même si nous reconnaissons ne pas avoir le monopole de l'aide. Ils nous gênent dans beaucoup de cas que des acteurs partis au conflit et sans respecter les principes humanitaires, puisque c'est pas leur nature, et donc des groupes armés effectivement délivrent de l'aide humanitaire, ce qui, à notre sens, dans beaucoup de contextes, crée de la confusion. Donc d'un côté, ça semble être leur responsabilité, de l'autre côté, ça nous ennuie, et on essaye d'expliquer qu'on préférait qu'ils ne le fassent pas, même si ça ne sert à rien. J'y vois là un paradoxe, et peut-être pouvez-vous m'aider à clarifier.